Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Comme tous les vendredis, nous nous invitons au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement en plein cœur du salon du tourisme 3e édition. Et pour nous accompagner tout au long de ce journal, Michel Ahmed, le directeur du CDTM. Bonjour. Bonjour Abi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous. Nous sommes donc en plein cœur de ce salon et nous sommes plus particulièrement dans une chambre témoin. Exactement, donc la 3e édition du salon du tourisme loisir de Mayotte est lancée et parmi les animations, puisque le bergement est à l'honneur, nous avons cette chambre témoin qui a pour objectif de pouvoir montrer, de pouvoir toucher du doigt les gens qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'être dans une chambre d'hôtes, de voir à quoi ça ressemble tout simplement. Eh bien nous en parlerons juste après les titres de ce vendredi 3 octobre. On revient sur ce nouveau blackout Mayotte sans électricité plusieurs heures durant hier. Pour les malchanceux, l'électricité sera revenue aux alentours de 20h45. D'autres ont été ralimentés dès 16h20. Deuxième coupure générale en moins d'un mois et les habitants résignés prennent désormais leur mal en patience. Il y a quelques jours de cela, les parents d'élèves des écoles du Sud manifestaient à Mamoudzou. Ils avaient été reçus au vice-rectorat et étaient ressortis plutôt satisfaits. Des garanties avaient été obtenues. Hier, le vice-recteur ainsi que le directeur de cabinet de la préfecture et un inspecteur de l'éducation nationale ont fait le tour des écoles. Le constat est sans appel, nous nous sommes rendus du côté de Timkoura. Et puis les actes de délinquance se banalisent du côté de Square Papaye et les élèves vivent dans la peur. Hier, sur le chemin de l'école, des jeunes lycéens se font racketter. Des jeunes mineurs attaquent et volent le téléphone portable d'un lycéen en le menaçant. Désormais, les rackets se multiplient, c'est ce que nous confient ces lycéens. Mais avant de développer tous ces titres, on parle de ce chiffre 5. 5, c'est le nombre de cas recensés par l'ARS. Cas de dingue pour le mois de septembre à Mayotte. La circulation diminue, pourtant elle est bien présente. Nous en reparlerons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Nouvel incident du côté d'EDM, blackout total hier sur tout le territoire. Il était 14h28 lorsqu'un poste prend feu du côté de la Petite Terre. La panne durera 3 heures. Plus pour certains qui n'auront pas eu de chance du côté du sud et du nord de l'île. On revient sur cet événement qui a pour le coup fait exploser la demande en bougies. Shakila Issouf. Avec les deux coupures d'électricité qui ont eu lieu hier de 14h23 à 16h30 et de 19h à 19h30, les habitants du quartier de Manzarsoa ont pris leur mal en patience. D'humeur à positiver, ils ont trouvé là l'occasion de profiter de la pluie pour laver leur linge. Oui, exactement, parce qu'on est à Manzarsoa là, et là c'est juste le même quartier. Notre voisin, il y a de lumière et nous, il n'y a pas de lumière. Une nouvelle coupure qui a pris tout le monde de court, plus de séries ni de télé. Les petits doukas ont été pris d'assaut, les bougies sont parties comme des petits pains. Une coupure d'électricité qui se conjugue avec le mauvais temps, ce qui n'arrange pas forcément les affaires des commerçants. Saison de pluie oblige, malgré cela, il faut travailler. Désormais, les riverains, eux, s'organisent. Après anaambia bashuke lasini direct bashuke hule zile tsipara mba vukamwenge bana na group tipatiente après vukamana bale anaambia mba group maza mwenge uja après tifanya course zangu tranquille quoi. L'enquête pour déterminer les raisons de l'incendie est toujours en cours. L'importance du court-circuit généré par cet incendie a provoqué en parallèle deux défauts sur le réseau occasionnant une seconde coupure dans les communes du Nord, Sada, Karani et une partie de la Petite Terre. À 20h45, tous les clients étaient rétablis. Hier, une cinquantaine de techniciens et d'agents clientèle ont été déployés. Le paiement de la taxe foncière doit être versé dans moins de 15 jours. Pourtant, de nombreux contribuables mahorais n'ont toujours pas reçu de notification. Une situation dénoncée par des syndicats. Une situation explosive que nous explique Camille Leca.
Il ne vous reste plus que 12 jours pour payer votre toute première taxe foncière. Problème, 90% des contribuables n'ont toujours pas reçu leur avis de paiement. Une situation inquiétante qui risque de faire exploser la capacité d'accueil du Centre des finances publiques. Réuni aujourd'hui pour une conférence de presse, le syndicat solidaire Finances publiques tire la sonnette d'alarme. Ce qui est plus inquiétant pour nous, c'est les conditions de réception de tout ce monde-là qui risquent d'affluer d'un seul coup dans les services, dans des conditions de réception quand même très délicates, puisque les collègues ils sont... il n'y a aucune protection entre eux et le public qui risque de venir en masse avec des humeurs peut-être différentes des personnes qui arrivent là. Et si les conditions de sécurité sont si déplorables, c'est qu'il y a seulement 10 agents pour accueillir les 6000 contribuables concernés par le paiement de la taxe foncière. Alors que la fiscalité de droit commun est en chantier depuis 2011, le syndicat déplore que les efforts de pédagogie et d'information n'aient pas été fournis. Aujourd'hui, un représentant venu de métropole était même présent pour appuyer les revendications de ses collègues. On est sur une situation explosive, notamment par rapport à la taxe foncière qui va sortir, mais aussi par rapport à la taxe d'habitation qui devrait sortir, elle, au 15 novembre. Donc notre rôle, c'est un rôle d'alerte, notamment vis-à-vis des conditions de sécurité, des conditions de réception du public, et aussi pour alerter la population en disant attention, ce n'est pas les agents du fisc qui sont responsables de ça, mais c'est toute une chaîne qui n'a pas été malheureusement pris au sérieux depuis le début. Pour l'heure, aucun délai de paiement n'a été accordé. Les contribuables sont donc exposés à des pénalités financières en cas de retard. Il y a 2 jours de cela, les parents du sud de l'île protestaient et demandaient à être reçus au vice-rectorat afin d'avoir des explications concernant la réforme des rythmes scolaires. Des parents qui n'emmènent plus leurs enfants à l'école l'après-midi. Et hier justement, Nathalie Constantini ainsi que Jean-Pierre Frédéric et un inspecteur de l'éducation nationale ont visité certains de ces établissements. Le constat est sans appel. Les images sont signées Fred Souleymana. Depuis plusieurs semaines, les parents d'élèves de l'école de Timkoura n'emmènent plus leurs enfants à l'école l'après-midi. Au-delà de la réforme des rythmes scolaires, qui ne peut être appliquée ici selon eux, ce sont les conditions de travail qui sont une nouvelle fois dénoncées. Chaleur insoutenable et des enfants qui s'évanouissent parfois. Fosse septique en plein milieu de la cour, les parents crient au scandale. Regardez en bas, c'est cassé, c'est déjà tout cassé jusqu'au long, jusqu'au fond. On est là avec tous les fers qui sont sortis dans les coins de portail, mais là ça ne va pas. La maman là, il a préféré carrément de fermer carrément cette porte de chez elle parce que ça ne va pas, ce n'est pas une porte, c'est que de problèmes. Les autorités compétentes ont pu constater tout ce que les parents dénonçaient depuis plusieurs mois. Une réunion avec Rouk Lahadji, la mère de Chirongi, a aussitôt eu lieu. Le tuyau que vous voyez là, c'est le point d'eau. Donc les enfants ils viennent là, ils boivent l'eau comme des animaux, excuse-moi de mots, mais nos enfants ils viennent là, ils mettent leur bouche là un à un pour boire de l'eau. Voilà, ça bouge partout, tu vois, ça bouge ça. Regarde, les enfants ils viennent ici pour jouer, ils tournent de l'autre côté, ils vont passer ici de la degré de force. Imagine un truc comme ça qui fait un enfant qui vient rentrer là de la force, imagine ce truc comme ça qui le prend, donc c'est pas possible, c'est pas une école quand même. Aujourd'hui, des engagements ont été pris. Les salles de classe devraient être désinfectées et les écoles concernées doivent bénéficier de plus de sécurité. Combien de temps ces rénovations vont-elles prendre? Ceci est une autre histoire. Et puis cela fait 2 jours que nous l'annonçons. Les enseignants ne sont pas contents et ils menacent donc de retourner dans la rue et ce dès le 7 octobre prochain, mardi. Le SNES et l'UNSA seront donc en grève. Ils dénoncent le manque de parole des institutions ainsi que le fait qu'ils ne puissent pas retourner dans leur académie d'origine. Une situation qui aura de lourdes conséquences. Je vous propose d'écouter Frédéric Louvier du SNES. Il était l'invité du temps de parole.
Alors, les conséquences, si vous voulez, elles vont être directes. Moi j'ai une fille ici scolarisée dans le public à Mayotte, donc je suis aussi partie prenante, oui. Je comprends les parents. Les conséquences, c'est très clair. Il ne faut pas penser, parce que ça c'est une vieille conviction française, parce que pendant longtemps, en France, c'est les curés qui ont fait l'école. Alors on pense que les gens qui font l'école font ça par vocation. Non, les gens qui font l'école, c'est des gens qui ont fait des études et qui ont envie d'être bien payés. Je veux dire, ça c'est tout à fait normal. Alors les conséquences ici, c'est très clair. Beaucoup de collègues, comme c'est déjà le cas, déjà on a une crise de recrutement en métropole. Il ne faut pas se leurrer. Ici, on a déjà une crise de recrutement. Actuellement, on a 850 contractuels dans l'éducation nationale sur Mayotte. Bon, bien là, on va avoir davantage de contractuels. On a des établissements où vous avez un enseignant, si je peux prendre le terme, sur 2 qui est contractuel. Alors, les contractuels, moi je ne crache pas sur les contractuels. Je dirais, il y a le bon contractuel. Celui qui est un jeune étudiant mahorais, il a une licence, il a un master. C'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais chasseurs. Tout à fait, voilà, vous connaissez vos classiques. Voilà, il a donc une licence, il a un master 1, master 2, il veut savoir si le métier lui plaît. La personne donc, va faire contractuel, 1 an, 2 ans, se forme et ça lui donne une très bonne expérience. Par contre, vous avez aujourd'hui, on va dire, il y a beaucoup de professeurs de rencontres, je dirais d'occasion, et l'effet sur les élèves est catastrophique. Et puis vous le voyez depuis le début de cette édition, le salon du tourisme est donc officiellement lancé sous la pluie ce matin. Entre-temps, la situation s'est calmée. En attendant, derrière moi, il y a beaucoup de mouvements puisque les officiels sont en train d'arriver pour l'inauguration officielle. Le salon de tourisme qui durera 2 jours. Allez, on voit le programme tout de suite avec Camille Leca. Les stands s'installent sous la pluie, mais les exposants ont le sourire. Pour cette 3e édition du Salon du tourisme de Mayotte, ce sont les hébergeurs de l'île qui sont à l'honneur. Et pour eux, qui souffrent encore de reconnaissance, c'est un bon coup de pouce pour leur communication. Ça nous permet de présenter nos chambres d'hôtes qui se trouvent à Bouéni, en face du dispensaire. Et puis ça permet aussi de faire quelques pubs pour l'établissement, pour présenter un peu ce que c'est. Au-delà du tourisme extérieur, les exposants du salon veulent surtout développer leur attractivité auprès des habitants de l'île. Quelques semaines après la rentrée et à l'approche des vacances de Toussaint, le salon tombe à pic. Tout a bien été calculé d'une certaine manière. C'est bien qu'il y a eu la rentrée il y a encore peu de temps. Donc il y a aussi tous ces nouveaux arrivants qui viennent d'arriver à Mayotte et qui découvrent comme ça Mayotte et qui peuvent se dire tiens, le week-end, au bout d'un moment, on a envie de quitter pourquoi pas notre petite case et on va aller passer une nuit chez l'habitant de manière à découvrir un petit peu plus Mayotte. Au total, près d'une quinzaine d'hébergeurs tiennent des stands aujourd'hui et demain. Mais ce n'est pas tout, le salon fait aussi sa part belle à l'artisanat mahorais. Depuis ce matin, pour mon stand, il y a beaucoup de monde qui visite, qui découvre l'artisanat mahorais, parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas encore qu'à Mayotte, il y a de l'artisanat. C'est important sur le salon pour se montrer qu'on est là, les petits artisans mahorais, on est là. À la mi-journée, on comptabilisait plus de 500 visiteurs. Mais pas de panique pour les retardataires, l'événement continue demain de 8h à 18h. Et on reviendra donc sur ce salon avec mon invité Michel Ahmed. En attendant, il est l'heure pour nous de faire le point du côté de l'actualité en bref dans votre journal. La ligne directe Mayotte-Paris est rendue possible par les nouveaux investissements d'Air Austral. Les nouvelles de Mayotte l'ont annoncé il y a quelques jours. Air Austral va brader son dernier Boeing 777 contre un Boeing 787 Dreamliner, nouvelle génération. Avec cet avion, la distance nécessaire au décollage est de 912 mètres, soit moins d'1 kilomètre. Avec l'actuelle piste mahoraise, il resterait donc un peu plus de 1000 mètres à l'appareil pour décoller, soit une marche très confortable. Si Air Austral a indiqué que l'appareil servirait la ligne régionale Mayotte-Réunion, l'ouverture à l'avenir d'une ligne directe reste possible. La France a décidé d'étendre à 40 pays son conseil à la plus grande vigilance adressée aux Français. Et parmi ces pays, on retrouve les Comores.
Suite à cette annonce, les dommages collatéraux se font sentir à Mayotte, en premier lieu car l'île est à 90% musulmane et qu'elle fait géographiquement partie de l'archipel. Un rapprochement très facile à faire si on consulte Internet. De plus en plus de tours opérateurs ont enregistré ces derniers jours une envolée des annulations de séjours, non seulement vers les Comores, mais également vers Mayotte. Pour l'heure, les chiffres ne sont pas catastrophiques. La Poste va augmenter le prix de ses timbres de 7% en moyenne au 1er janvier prochain, soit la hausse la plus importante de son histoire, destinée à compenser la baisse de l'activité au risque d'aggraver la situation. La lettre prioritaire à timbre rouge passera de 66 centimes à 67 centimes d'euros et la lettre à timbre verte de 61 centimes à 68 centimes d'euros. Mayotte sera impactée. Parallèlement à la hausse de 7% des tarifs du courrier, les colis enregistreront pour leur part une augmentation de 1%. Le portrait de la semaine est consacré à Zaidou Tavandaï. Tout le monde à Mamoudzou le connaît puisqu'il est le conseiller général de ce canton. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est que c'est un joueur, dirigeant du FCM et grand athlète à ses heures perdues. Shakila Issouf l'a suivi le temps d'une journée. C'était sportif. Regardez plutôt. Il est 5 h du matin, le soleil se lève et Zaidou, le sportif en plein footing, n'oublie jamais de mettre ses chaussettes rouges aux couleurs du FCM. Originaire de Mtsapéré, il revient sur le chemin où il se rappelle son enfance, appelé Darmajanga, le lieu où il venait avec ses amis cueillir les fruits sauvages et les déguster. Si je ne faisais pas de sport, tout le matin j'aurais sombré depuis très longtemps. Parce que dans la journée je dépense beaucoup de nerfs. Mes nerfs sont trop souvent sollicités. Et avec ça, ça permet de contenir tout ça, de gérer psychologiquement, de décompresser. C'est une partie très connue par les jeunes de ma génération, Darmajanga. C'est ici où on venait pour cueillir les mangues, les fruits en fait. Il puise son énergie et sa volonté dans le sport. Après avoir fait ses études en France, titulaire d'une maîtrise en AES, il retourne à Mayotte en 1998 et occupe 14 ans le poste de cadre en tant que directeur adjoint chargé des services à la population. Fier de son quartier, qu'il représente actuellement en tant que conseiller général du canton 2, Zaidou Tavandaï pense être utile pour le devenir de son île avec ses 16 ans d'expérience professionnelle où il a été 2 ans conseiller technique du maire. Et j'ai une conviction par rapport à cette ambiance de délinquance généralisée des jeunes désœuvrés. La solution contre ça, elle n'existe pas, mais il y a des bouts de solution. Et il y a un bout sur lequel je suis très attaché, c'est l'encadrement de jeunes par l'association. Et j'ai la chance d'être élu dans un canton où la vie associative est très dynamique et très perfectionnée. Il y a 2 brevets d'État seulement à Mayotte en volée. Ils sont originaires du canton. Il y a 4 brevets d'État en basket. 3 sont du canton. Et dans ce canton, il y a 6 brevets d'État foot. Et avec ses ressources humaines, il y a matière à faire. La politique semble être venue à lui naturellement, soutenue et sollicitée par son entourage. Il pense que la richesse de ce territoire sont les enfants. Il garde l'espoir que cette jeunesse prendra conscience de leur potentiel et de leur talent pour grandir et devenir des hommes responsables. En grand frère, il souhaite montrer l'exemple et s'impliquer davantage pour rassembler les jeunes grâce aux valeurs et aux principes du sport. Et je vous le disais donc en début de journal, nous sommes aujourd'hui du côté du salon du tourisme. Michel Ahmed nous accompagne. J'ai envie de dire un salon du tourisme qui démarre sous la pluie. De mauvais augure, hein. Ah, vous savez, en mahorais, on dit la pluie, ça apporte la baraka, donc c'est très bien. Et mariage pluvieux, mariage heureuse. Voilà. Forcément. Alors, le thème, c'est donc l'hébergement. Venez dormir chez moi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que le comité du tourisme a renoncé aux grands hôtels, a renoncé aux grandes structures et va se positionner vers les petits hébergements? Non, pas du tout. En fait, mettre l'hébergement à l'honneur, parce que la 2e édition l'année dernière, c'était le tourisme bleu à l'honneur. Cette année, c'est l'hébergement à l'honneur. Et nous avons 2 objectifs à travers cette mise à l'honneur, qui est déjà de valoriser les professionnels qui ont investi, qui ont installé, qui travaillent dans l'hébergement, que ce soit les chambres d'hôtes et les hôtels, puisque nous avons également les hôtels en exposant.
mais aussi, deuxième objectif, c'est justement de mettre sur la table la problématique de l'hébergement à Mayotte. D'ailleurs, nous aurons tout à l'heure un débat public avec les décideurs et les professionnels pour voir pourquoi, comment faire pour pouvoir faire avancer l'hébergement, que ce soit des hôtels ou les gîtes et chambres d'hôtes à Mayotte. Alors c'est vrai qu'on parle de petites structures ici, on le voit avec cette chambre, voilà, c'est cette très très belle chambre. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de penser à un package? Venez dormir chez moi, ok, mais peut-être avec les compagnies aériennes, proposer une formule globale pour les touristes. Mais ceci se fait déjà, puisque nous avons à Mayotte 2 agences réceptives qui travaillent avec des tours opérateurs à l'extérieur, qui font ces packages, donc qui travaillent en proposant l'aérien, en proposant l'hébergement et en proposant les activités. Par contre, sur le plan local, pour le tourisme intérieur, le tourisme par les Mahorais, effectivement, ce type de package n'existe pas encore. Et l'objectif, puisque nous avons vu depuis l'année dernière que nous organisons le salon, les hôtels, les gîtes et certaines activités commencent à proposer des tarifs adaptés à la clientèle locale. Donc nous espérons à travers ce type d'initiative que nous arriverons dans les prochains mois, prochaines années à avoir ce type de package pour la population locale. Alors justement, combien ça coûte à peu près de passer une nuit dans une chambre d'hôte aujourd'hui à Mayotte? Alors passer une nuit dans une chambre d'hôte, donc ça dépend. Nous avons les chambres d'hôtes aux alentours de Mamoudzou qui sont un peu plus chères puisque sont pratiquées surtout par le tourisme d'affaires, qui vont entre 60 et 70 € la nuit. Par contre, quand on s'écarte un peu de Mamoudzou, on est sur des chambres entre 40 et 60 € la nuit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... On va revenir sur le programme de ce salon, puisque si vous venez eh bien, ici, tout simplement Place de la République, vous allez le voir, de nombreux stands et de nombreuses activités sont proposées. Décrivez-en nous quelques-unes. On a vu beaucoup de fleurs, beaucoup d'aînés. C'est vraiment la culture mahoraise qui est mise à l'honneur aujourd'hui. Exactement. Ce salon donc, se veut un salon du tourisme avec un grand T, c'est-à-dire avoir l'hébergement, avoir les activités, que ça soit les activités nautiques, que ça soit le poney avec le centre équestre. Nous avons même le golf de Combani qui est là pour de l'initiation au golf. Mais nous avons également ce qui fait partie du tourisme, la partie artisanat et la partie gastronomie. Et effectivement, la décoration, on a beaucoup de verres, on a des feuilles de cocotier, parce que Mayotte, c'est effectivement en premier lieu le lagon, mais l'intérieur de l'île qui est très intéressant. Donc nous avons voulu à travers ce salon donner une photographie vraiment globale de l'offre touristique et des atouts touristiques à Mayotte. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup d'animations du côté du salon du tourisme entre le discours des officiels qui va bientôt commencer et donc Simbiwi qu'on attend. Donc c'est vrai qu'on demandera aux téléspectateurs de nous excuser tout simplement pour toute cette animation. Aujourd'hui j'ai envie de demander, Michel Ahmed, est-ce qu'il y a une véritable politique touristique qui se met en place ou qui va se mettre en place? Tout à fait, nous avons une politique touristique, nous avons une stratégie touristique à Mayotte, puisque je rappelle qu'en 2007, un schéma de développement et d'aménagement du tourisme a été validé par le Conseil général et qui nous permet, nous, comité du tourisme, de travailler avec une visibilité. C'est vrai qu'à partir de cette année, nous avons revu un peu nos orientations, puisque nous nous concentrons davantage sur travailler, produire de l'offre locale, et pour l'extérieur, nous allons mettre davantage l'accent sur le marché européen, notamment le marché allemand. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre par rapport justement aux compagnies aériennes? Est-ce que vous pouvez négocier des tarifs peut-être préférentiels parce que des touristes passent par telle ou telle agence ou parce qu'ils viennent avec une politique affichée de développement? Alors là, par rapport aux compagnies aériennes, je suis au regret de vous dire que on est en contact régulier avec eux, on travaille ensemble. Cependant, ça reste le monde privé et donc nous ne pouvons pas leur demander de baisser leur prix. Mais moi, j'ai une proposition qui est simple, qui est pour avoir de la concurrence à Mayotte au niveau aérien, il faut que nous puissions développer l'hébergement. Pourquoi? Parce qu'en développant l'hébergement, on va avoir un flux supplémentaire qui vont être les touristes et qui permettront à d'autres compagnies de s'intéresser à Mayotte et de pouvoir ainsi avoir de la concurrence.
Merci beaucoup, Michel Ahmed. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent pour qu'ils viennent tout simplement visiter ce salon du tourisme? Eh bien, que ce salon est fait pour eux, pour les Mahorais, pour tous les gens qui habitent à Mayotte. Donc nous les invitons fortement, nous les exhortons à venir aujourd'hui encore et demain samedi de 10h à 18h pour découvrir les différentes facettes de Mayotte et également passer un moment, que ça soit en famille ou tout simplement en détente, puisque nous avons des activités pour la famille, pour les enfants et pour monsieur et madame tout le monde. Merci beaucoup en tout cas, vous l'aurez compris, le salon du tourisme c'est jusqu'à demain, beaucoup d'animations ici à place de la République. Nous on se quitte donc avec dans quelques instants le discours des officiels qui va débuter. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, bonne fête demain à Aurore, excellent week-end à tous et à toutes, Kwaheri et à lundi pour un nouveau journal.